RMC, les grandes gueules du mondial. Le bras de fer des GG. Les choses sérieuses, on a envie de dire, démarrent ce soir pour l'équipe de France, 16e de finale face à la Suède. Coup d'envoi à 23h. Ça pique, on préfère le dire. Les Bleus, évidemment, favoris de cette rencontre, mais plus largement grands favoris pour la victoire finale dans cette Coupe du Monde. Avant même le début de la compétition, d'ailleurs, les Bleus étaient cités parmi les prétendants les plus sérieux. Mais depuis la fin de la phase de groupe, les 3 victoires françaises et surtout la démonstration offensive des Bleus, eh bien, la France est vue par tous comme l'équipe invincible. Selon Opta, regardez, la France a même 18,7% de chances d'être sacrée championne du monde dans 15 jours, devant l'Argentine 16,3% et l'Espagne 13,5%. Moins de chances d'aller en finale, mais plus de chances de la gagner. C'est ça qui sont dehors déjà là. Ouais, c'est ça. Pays-Bas, là, sixième. Mais alors, est-ce vraiment un avantage pour les Bleus d'être le grand favori de la compétition ? N'est-ce pas dangereux ou piégeux ? Écoutez Adrien Rabiot sur ce statut de favori et sur les mauvais souvenirs face à la Suisse à l'Euro 2024. Bien sûr, c'est des choses qui nous servent. C'est à ça que sert l'expérience. Et c'est important pour ceux qui étaient là aussi de pouvoir la transmettre aux autres du groupe. Mais évidemment, à l'image d'un match comme la Suisse à l'Euro, il faut être vigilant. C'est pour ça que j'ai dit qu'on prend les matchs vraiment très au sérieux, qu'on ne se relâche pas. Pas que c'était le cas contre la Suisse, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être on a été peut-être un peu superficiel. Et finalement, on l'a payé cash. On va peaufiner certaines choses et après, il ne restera plus qu'à faire les choses sur le terrain sereinement comme on l'a fait jusqu'ici. Il dit les termes intéressants quand même, Adrien Rabiot, quand il parle de... Il dit les termes, sœur. Comment t'es tendance dès le matin. Attends, j'essaye de me mettre à la page. Alors, il dit, on a peut-être été un peu superstitieux, c'est ça? Superficiel, ouais. Effectivement. Pour ne pas non, là, dire, tu nous as mis du Raymond Domenech dans la tête. Là. C'est ça. On avait peut-être trop de scorpions dans l'équipe. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, cette élimination face à la Suisse, elle avait fait sacrément tâche dans le parcours des Bleus et dans le bilan aussi de Didier Deschamps. Si bien qu'on avait remis en question aussi la place du sélectionneur à ce moment-là. Donc quand même, il faut remettre les choses en perspective. Alors, avantage ou inconvénient d'être le grand favori? Parce que tout le monde ne parle que de nous aujourd'hui, après la phase de groupe. Est-ce que pour vous, c'est un avantage ou attention, il faut quand même se méfier parce qu'on a vu que les favoris dans cette compétition, ils sont un petit peu mis à mal? Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre parce qu'on a une équipe de France qui est composée de joueurs qui ont l'habitude au quotidien d'être considérés comme favoris. Enfin, on a des joueurs qui ont l'habitude de cette pression, que ce soit au Real Madrid, au Bayern Munich, à Arsenal, au Paris Saint-Germain. Donc pour eux, j'ai envie de dire, il n'y a pas de différence. C'est pas une équipe comme le Maroc qui devient un favori, où il faut gérer ce changement de statut. Aujourd'hui, oui, après, l'équipe de France à l'Euro 2024. Voilà, ils étaient plus que favoris pour le titre et tu vois, ça n'a pas... C'est vrai, mais quand tu sors de 2 finales de Coupe du Monde, tu sais que tu es favori au début de la compétition qui arrive, forcément. Aujourd'hui, l'équipe de France ne peut pas se cacher. Quand tu as les offensifs qu'on a, quand tu as l'équipe qu'on a, je pense que nos lacunes sont largement sous-estimées par la presse internationale et heureusement pour nous. À 8h04, on est battu par le Maroc en quart de finale. À 9h05, on est les meilleurs du monde. Moi, faudrait que je regarde la rediff parce que je me rappelle pas d'avoir dit ça. Faudrait que je regarde la rediff quand même. En tout cas, tu voyais le Maroc passer face à la France, Adem. Ça, c'est non, sûr. j'ai dit que c'était possible de faire mieux. Après, j'ai donné aucun pronostic sur mon quart de finale parce que j'attendrai la veille du match pour donner le pronostic. Je ne sais pas qui va jouer. Il faut qu'il soit en quart de finale. On a déjà gagné, Florent. On a déjà pour gagné. tout le monde, apparemment, c'est le cas. Oui, alors, ça fait 14 ans qu'il fait un gros travail, Didier Deschamps, à faire en sorte de ne pas confondre confiance et suffisance. Mais avec Seb, on est d'une génération où on perdait avec beaucoup de panache et de temps en temps, on gagne un peu avec panache. En fait, la victoire, elle n'est pas toujours belle, mais elle est terriblement forte. Et là, je veux dire, en 2018, on espérait être champion, on l'est. En 2022, on pensait pouvoir être champion, on ne l'est pas. Là, on s'attend à être champion. Je veux dire, à un moment, il faut avoir cette visualisation positive anglo-saxonne en se disant c'est déjà fait. Ce groupe-là, il est vu par le monde entier comme le plus fort. C'est pas risqué de se dire ça? Non, c'est pas déjà fait, je suis pas d'accord. Comme tu dis, c'est une génération qui sait gagner. Et on inclut forcément le sélectionneur qui a ramené aussi cet état d'esprit-là. On sait gagner en équipe de France, mais dans tous les grands clubs où ils sont. Aujourd'hui, à la rigueur, eux c'est quasiment logique même qu'ils soient les favoris. De toute façon, ils le disent, ils en ont conscience. Et par rapport à ça, bien sûr que ça reste des professionnels, bien sûr qu'il y a des petites piqûres de rappel. On a vu le discours de Didier Deschamps en disant, voilà, ça va basculer, on passe dans une autre compétition.
Mais les gars, ils savent faire, ils font que gagner. Ma question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de répondre ? Demande en golf l'autre jour quand Scotty Scheffler rate un truc tout fait à 1m20 face à un autre gars qui a mis un autre putt avant. Mais dans le sport, il faut répondre. Nous, on a de temps en temps envie d'y aller beaucoup trop vite lors des 20-30 premières minutes. Et ces concours, pardonnez-moi, vous connaissez l'expression, ces concours de quelque chose, alors que je pense qu'on a toutes les qualités pour aller construire quelque chose. Alors contre le Paraguay, il faudra un exploit individuel, etc. Contre la Suède, on va vouloir marquer un peu plus vite, mais t'enlèves un des 4 fantastiques, c'est pas grave. Tu mets Barcola parce qu'il va être un tout petit peu plus éduqué pour étirer les lignes face à un double-decker, un bus suédois à 2 niveaux. Et ben on va finir par percer le verrou. On est supra-profond, en fait. Non mais le verrou suédois en plus il est pas très solide de base. Voilà. Ils en ont pris 5 contre les Pays-Bas et ils se sont fait martyriser sur les côtés contre les Pays-Bas. Ça passait à chaque fois 5 fois le même but. Paraguay, ça peut être long, tu vois. Ça peut être long. Non mais ça doit pas être long. Je suis désolé, mais quand t'es l'équipe de France, le Paraguay, ça doit pas être une d'accord avec moi, épreuve. c'est déjà fait, on a déjà gagné. Non mais tu es déjà pour moi en quart de finale. Enfin, à un moment donné, je veux bien qu'on s'inquiète de tout, mais si demain l'équipe de France sort contre la Suède ou le Paraguay, mais qu'est-ce qu'on va dire le lendemain ? Parce que là, je veux bien qu'on dise oui, c'est du foot. Bien sûr, on c'est verra du foot. demain matin. Hein, Bien sûr. Oui, mais ça, là, faut vraiment ne pas se mouiller pour dire bon, c'est du football. On va jouer la Suède, il y aura un match à jouer. On connaît la chanson, mais la réalité, c'est factuellement le cas. Mais quand tu fais la réalité des choses, quand tu prends la Suède, le Paraguay, l'équipe de France, il y a tout simplement pas photo. Bien sûr. Et la France doit assumer ce statut de favori. C'est pour ça, effectivement, que dans les discussions actuelles, on parle même pas de 8e ou du quart. On est vraiment encore. On est le au-delà, Brésil entre 58 et 70. On est l'Allemagne des années 70. On est l'Espagne de 2008 à 2012. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui, aux yeux du monde entier en tout cas. Mais ce sont des équipes qui ont eu une fin de règne aussi à un moment, donc il faut avoir conscience de ça aussi. Simon, il ne faut pas non plus alors toi, je sais que tu ne te projettes pas plus que ça non plus. Mais tu prends déjà ce match face à la Suède. Adem parlait aussi des points négatifs de l'équipe de France qui sont un petit peu noyés sous le quatuor offensif qui met des étoiles dans les yeux de tout le monde. Il y a des qualités offensives effectivement chez la Suède aussi, dont il va falloir se méfier. Donc toi, tu restes plutôt prudent. Non, mais parce qu'on a suffisamment payé pour voir. Mais nous, Français, puis d'autres, juste en tant qu'observateurs du foot, t'étais pas à l'abri, encore une fois, que avec la ligne d'attaque qu'ils ont, t'en prends un très rapidement, tu pousses, tu prends le deuxième, terminé, rideau, voilà. On a eu, et puis demain, peux vite te mettre à on douter regardera aussi, les stats, il y aura 54 tirs à 3, tu vois, 38 cadrés, le gardien suédois aura fait le match de sa vie. Enfin, je veux dire, oui, c'est le film d'un match. On a vu pire. En 2014, l'Espagne, ils en prennent 5, je crois, contre les Pays-Bas, alors qu'ils sont champions du monde en titre, et que tu penses qu'ils vont faire le doublé. Donc l'histoire du foot s'est nourrie de ça depuis 2002. Et le Brésil, tu vois, de R9, Rivaldo, Ronaldinho, c'est jamais le favori, a fortiori avec la ligne d'attaque la plus excitante, qui s'est imposée sans problème. Donc la Coupe du Monde se nourrit de ça. La Coupe du Monde n'aime pas les favoris. La Coupe du Monde récompense rarement celui qui est indiscutablement le favori. Parce que en début de Coupe du Monde, il y avait, la France évidemment favorite avec l'Espagne, avec l'Argentine, avec et puis attention, l'Angleterre, toujours, même si Bon, et maintenant, tu as la France et 4 étages plus bas, éventuellement, je suis pas d'accord avec ça. Oui, l'Argentine. parce qu'il y a Messi. Parce qu'il y a Messi. Et encore, parce qu'il y a Messi depuis le match contre... Parce qu'avant l'entrée en liste de l'Argentine, on nous expliquait que Papy, il était cramé, que c'était la tournée d'adieu. Donc, en fait, assumer ton statut de favori, ça veut dire quoi ? Adam l'a rappelé, c'est des mecs, tous les week-ends, ils rentrent sur le terrain, a priori, dans une équipe qui doit gagner le match. Donc, ils sont habitués à ça dans leur logiciel. Après, ça, c'est le cas de toutes les grosses nations là, européennes notamment. Ils ont Didier Deschamps à qui tu la fais pas, même si il était déjà là pour la suite. Donc il a lui aussi déjà payé pour voir. Donc assumer ton statut de favori, c'est quoi ? Oui, rentrer en te disant que tu dois battre la Suède, je suis d'accord. Après, est-ce que ça te donne une force supplémentaire de te dire qu'a priori tu as déjà les matchs gagnés ? J'ai une question sur la Suède. Pense pas. C'est pas Isaac, Gyökeres et Elanga, c'est pas le trio d'attaque le plus cher. Non, on a plus cher, mais ils ont quand même 3 mecs à 100 000. Ils ont 3 mecs qui coûtent cher. C'est un truc de dingue quand même. Non, mais je veux dire, sur le papier, on peut pas se ils dire sont capables il y a de des marquer des qualités, buts. il y a des vraies qualités offensives notamment, et c'est vrai qu'on a pointé un petit peu du doigt, j'allais dire nos faiblesses entre guillemets défensives du côté des Bleus, notamment pour les latéraux. On a pris des buts aussi dans cette première partie de compétition. Attention,
malgré tout. Et on est dépendant de nos individualités devant. C'est-à-dire qu'on on peut pas se reposer sur une animation collective phénoménale. Il faut que un jour ça soit Dembélé dans un grand jour, puis un autre Mbappé, puis peut-être Olysée. Et si les trois sont en panne, l'équipe de France est en panne. Après, la chance que l'équipe de France va avoir contre la Suède, c'est que... Barcola. Oui, Barcola en sortie de banc, ou qui devrait démarrer titulaire. Ouais, on va voir la compo dans quelques instants. Qui devrait démarrer mais titulaire contre la Suède. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour étirer le bloc adverse, comme l'avait dit Simon tout à l'heure. Maintenant, le gros avantage que va avoir l'équipe de France, c'est que cette équipe suédoise, elle a une belle ligne d'attaque, mais malheureusement, défensivement, c'est catastrophique. Il faut déjà qu'ils aient le ballon, les trois Va joueurs falloir avoir le ballon. Alors attention, parce que je pense qu'ils peuvent se projeter très rapidement. Je pense avec notamment Elanga dans le dos, qui va être sur le côté de Théo Hernandez ou de Lucas Digne, notre point faible. Donc de ce côté-là, ils peuvent jouer les coups, mais bon, il va falloir être vraiment tranchant pour eux, parce qu'ils vont pas en avoir 10 000, je pense. Mais encore une fois, leur défense, je ne vois pas comment leur défense peut contenir l'équipe de France. Si Zlatan sort de son poste de consultant à 500 milliards pour Fox et qu'il s'allonge de tout son long sur la ligne. Ça peut le faire, ça peut apporter une arme en depuis qu'on plus. joue avec les quatre offensifs et que quelque part on compte beaucoup sur eux dans l'animation offensive pour faire la différence, ce qui est logique. On voit de toute façon les latéraux ne participent quasiment plus, et donc ce qui fait que tu as un peu moins d'espace, on va dire, dans les contre-attaques adverses. Et il vaut mieux ça, de toute façon ils savent faire. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est de pas mettre Manu Koné, même si je sais que Deschamps aime revenir à ce qui a fonctionné. Ah là, oui, mais par rapport au lien entre le milieu et l'attaque, c'est vrai que c'était un joueur qui pouvait être intéressant. Plus tard dans la compétition, Rabiot à gauche et un 4-3-3 qui ressurgit. T'es nostalgique, hein, Thomas. Tu veux ton 4-3-3 avec Rabiot en haut à gauche. Hein. Moi, je l'avais imaginé en début de compétition que ça allait switcher. Mais a priori, je pense pas que ça bougera. Il le fera que si on prend la marée contre la Suède. c'est ça. On prend la marée en 8e, mais bon, a priori... On va regarder peut-être la composition justement probable selon les infos d'RMC. Sachez que Marcus Thuram est forfait pour ce match-là. N'Golo Kanté, lui, incertain. Voici la compo. Maignan donc dans les buts. Koundé à droite, Upamecano avec Saliba en défense centrale. Et Digne donc côté gauche. Rabiot, Tchouaméni au milieu de terrain. Dembélé, Olysée et Barcola. Ah oui, l'info c'était Saliba. Alors, petite erreur, effectivement. Barcola donc sur le côté. Et Mbappé évidemment en pointe. Il y a aussi cette info de Didier Deschamps qui hésite un petit peu malgré tout sur ce côté gauche aussi de l'attaque des Bleus. Là et maintenant c'est Barcola. C'est toujours le couloir gauche. C'est toujours le couloir gauche effectivement qui bouge. Ouais, offensivement et défensivement, entre Lucas Digne et Théo Hernandez, ils se tirent la bourre. Et quand je vois ce qu'a donné Théo Hernandez sur les 3 premiers matchs de poule, c'était très inquiétant. Même le dernier match, le penalty qu'il provoque. Alors beaucoup se demandaient pourquoi il était dans le groupe déjà à la base et en plus il était titulaire. Il n'y a pas pléthore d'options à ce poste-là aussi, on va pas se mentir. Il y avait surtout un match à 4, surtout quand tu joues à 4. L'histoire, elle est là. Excuse-moi, je contribue, mais est-ce que Adrien Truffert, avec ce qu'il a fait, c'est trop jeune, l'ancien Rennais à Bournemouth, qui fait un truc de dingue. C'est le poste de latéral gauche où on est un tout petit peu plus qu'ailleurs. Ça arrivera peut-être avec Zizou là. Je pense match Udol aussi. Oui, et qu'il y a une alternance depuis 3 piges. il est dans la Digne, il avait dit, je reviens Deschamps, plus. Hein. Il y a eu deux compètes où il fait 12 matchs sur 14 avant 2022. Il en a regardé 2 à la télé. Il a surtout pleuré parce qu'il était pas. Sauf que il n'a jamais marqué de but, il a mis 7 passes décisives, l'autre c'est 9 et 6, etc. Je pense vraiment, parce qu'il a gueulé après Doué, il leur a demandé, et après Dembélé, là il a envie que ça étire les lignes. Barcola, c'est tout droit. Donc il va te le faire quand même ça. Moi je pense que Deschamps, il a longtemps attendu le retour de Ferland Mendy. Tu penses ? Moi j'ai l'impression qu'il l'a... Même quand je pense que défensivement, dans notre réservoir français, c'est ce qu'on a de mieux. Et malheureusement, il revient, il fait un match et demi très correct. Je suis d'accord avec toi, mais même quand il était à son top avec le Real, il le prenait jamais. Au début, moi j'ai jamais compris. Il me semble que Deschamps, enfin c'est ce que je pensais avoir compris, ce que j'espérais peut-être. Barcola, moi je vous avais fait le pari qu'il le mettrait quand les matchs vont commencer à compter parce que je pense que dans le volume, sans retirer ses bonnes intentions à Désiré Doué, je pense que Barcola offre plus de garantie dans la couverture du terrain lorsqu'on perd le ballon. Quand il démarre les matchs, il a un peu plus de mal quand même en équipe de France. Même au Paris Saint-Germain. Barcola ? Ouais. Moi, je pense que Barcola je pense qu'il peut avoir plus d'impact en sortie de banc à la 60e minute, surtout avec les 5 changements qu'on connaît, qu'on sait très bien. Après, là, ton impact, ce sera Désiré Doué. Vous avez vu passer cette histoire. Oui, je pense que Désiré Doué est quand même meilleur d'entrée, je pense. À un moment, Laurent Blanc lui dit s'il veut aller à Saint-Gall en Suisse, il peut y aller parce que ça faisait 23 matchs qu'il n'avait pas mis un pion. Et le mec, il a été double champion d'Europe avec le PSG. Ce sport est dingue. Non, mais c'est là aussi où on parlait de la force offensive des Bleus, on voit les problèmes de Rich, de Didier Deschamps, on est en train de se dire qui tu mets à gauche, est-ce que tu mets Désiré Doué, est-ce que tu mets Bradley Barcola, il y a quand même un vivier qui est quand même très
très important et c'est ce qui fait aussi qu'on est ces grands favoris cette compétition. On va peut-être écouter Graham Potter, le sélectionneur suédois, qui nous parle justement de ses qualités offensives chez l'équipe de France, même si lui ne panique pas pour autant. Ils ont les meilleurs joueurs offensifs du monde, c'est le défi qui se pose à nous. Ils ont de très grands joueurs, nous avons une équipe jeune qui gagne en expérience et le match contre les Pays-Bas nous a donné un bon point de référence. Ce n'est pas la même équipe, mais il y a de la qualité, nous devrons mieux défendre. Ça, c'est sûr, parce que si tu fais la même chose que face aux Pays-Bas, c'est pas 5 que tu vas en prendre, mais c'est peut-être un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'on parlait tu l'évoquais d'ailleurs, Adem, sur ses qualités intrinsèques, individuelles, sur lesquelles on se repose parfois en équipe de France. Qu'est-ce qui va se passer si chacun veut faire son match dans le match, quelque part ? Il va se passer que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand ça se passe bien et que Dembélé te plante 3 buts sur ses 3 frappes, alors que je crois que sur les 3 frappes, il y a à peine un XG, donc c'est des buts qui sont pas censés arriver, il va arriver que ça sera très bien le jour et que le jour où tu vas être plus en difficulté face à une équipe qui va bien cadenasser, tu vas ronronner, tu pourras pas trop poser sur ton collectif. Et moi, pour Bradley Barcola, je veux bien qu'il étire les blocs adverses, mais étirer un bus à 10 mètres de la ligne, c'est compliqué quand même. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et je pense que justement, un Désiré Doué aurait peut-être, dans le profil, aurait été plus utile, justement, pour pouvoir trouver la dernière passe pour un Kylian Mbappé, pour faire du lien avec Michael Olise. C'est pour ça et que les je autres. pense que ce qui est décisif dans l'arbitrage de Deschamps pour son 11, c'est plutôt le volume de Barcola à la perte du ballon et sa couverture d'un côté gauche qu'on dit en danger, que ce soit Digne ou Hernandez. Je pense que justement, il compte bien faire rentrer Doué pour déverrouiller. Et je ne pense pas que ce soit en effet pour l'espace qu'il y aura dans le dos de la défense suédoise, parce qu'il n'est pas con Deschamps et je pense qu'il sait qu'en effet, ils vont nous attendre. Mais je pense qu'à la perte du ballon, les efforts, Barcola les fait quand même de façon encore plus généreuse qu'un Désiré Doué. Après, dans l'animation collective offensive des quatre joueurs offensifs, c'était plutôt la tendance justement de se trouver et de se chercher plutôt que de faire le petit numéro personnel. Ouais. En tout cas, même Mbappé, son dernier match a été hyper intéressant dans ça, j'ai envie de te dire, l'utilisation comme dit Adem, ça marche quand tout va bien et que tout fonctionne parfaitement bien. Quand tu vas te retrouver face à une défense, face à un bloc bas et que tu n'arrives pas à trouver la faille, que les passes, ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas d'appel, etc. Chacun va vouloir aussi potentiellement y aller. Pour l'instant, ils s'en sont sortis. Après, tu peux être contrecarré. Ça peut arriver qu'ils ne soient pas dans un grand soir. Tu sais toujours que tu as un Ryan Cherki qui peut rentrer, qui peut faire la différence dans les ça, dans c'est des sûr que périmètres. tu as le banc tu aussi. Tu sais qu'un degré moins de Doué, Akliouche peuvent aussi rentrer. Enfin, tu as vraiment un Manu Koné qui a un deuxième milieu, qui a un autre profil de milieu de terrain qui peut aussi t'amener autre chose. Enfin, il a une multitude de cartouches là, c'est énorme. Après, mais c'est là que ça peut poser aussi le problème des latéraux, comme tu le disais tout à l'heure, qui ne se projettent pas face à un bloc bas justement pour créer de l'espace. Les dédoublements, c'est ça qui des fois amène de créer des petites brèches qui vont te permettre d'aller pénétrer la défense adverse. Là, en fait, c'est vraiment nos 4 attaquants, nos 2 milieux de terrain, nos 4 défenseurs. Chacun a son rôle bien précis, sans vraiment de lien, et on a une équipe qui est des fois coupée en deux quand même, je trouve. Et on va prendre beaucoup de plaisir en regardant les matchs de l'équipe de France. C'est pour ça que tu parlais de Manu Koné aussi. Voilà. Vous évoquiez Manu Koné tout à l'heure. Effectivement, il a un petit peu critiqué le milieu de terrain aussi de l'équipe de France. Il a un profil Pogba, attention, même si c'est pas les deux mêmes joueurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est notre meilleur milieu de terrain. Voilà, il sait tout faire. Il est moderne. Il impressionne d'ailleurs tout le monde, même à l'international. Dans le chat, il y a un Eagle Eye qui propose Mateta. Je ne sais pas s'il est fan de Crystal Palace ou pas, mais il y a un truc. Potter aussi, la baguette magique peut-être. Ouais, mais ça peut être aussi en fonction. Ça peut être une solution en fin de match, effectivement. Après, il faut des centres, il faut trouver à l'intérieur. Mais attention, il est loin d'être dégueu, Mateta. Moi, j'aime bien. Non, mais dans c'est un autre profil. C'est complètement effectivement un autre profil. Oui, sauf qu'on sait qu'il est là pour le cas où après Thuram de la fin et où Thuram avait une petite gêne musculaire, donc dans la hiérarchie, si Thuram est un pépin, c'est lui qui prend une place dans la hiérarchie. Oui, de toute façon, dans le logiciel de descente, Thuram, il est gauche, donc bon. Pour remettre les choses à leur place. Après, moi, je suis convaincu qu'il est meilleur évidemment dans l'axe, mais je crains que. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe de France face à la Suède, au-delà de la victoire? Est-ce que vous attendez un certain niveau de jeu? Vous attendez un joueur en particulier?
Qu'est-ce qui ferait que vous serez satisfait demain matin? Moi, j'aimerais qu'on évite de se faire peur. Moi, On la n'encaisse qualif. pas un but dans les 10 premières minutes. Un clean qu'on sheet, court ça pas serait après le bien. score. Moi, la Ouais, un qualif. clean sheet. Alors, il y a, et une- il y a serait plein de bien. choses différentes. Vas-y, Simon. Une victoire autoritaire sans se faire peur, sans encaisser le premier but comme c'est T'as pas souvent envie le... de vibrer jusqu'à le 1h30 cas. du mat avec les tirs au but? J'ai envie de vibrer jusqu'à l'heure que tu veux. Mais non, mais une victoire, oui. Voilà, on parlait du statut de favori. Et très souvent, dans ce genre de match, le favori se complique la tâche parce que, en effet, souvent, tu peux voir l'équipe outsider qui met le premier but, qui joue verrouille tout ensuite pour derrière, le tout, qui qui joue le t'attend, tout qui pour joue le sa tout, carte ouais. à fond. Et qui, donc, un vrai bon match de foot avec une équipe qui en face se cachera pas, va en prendre 4 ou 5. Et en effet, si on peut... Donc tu veux quand même une certaine démonstration offensive aussi des Bleus sur ce En match-là? nous, on passe nos journées à se dire que cette fois-ci, on peut plus se cacher, qu'avec les 4 devant, blabla, que machin, on est largement C'est comme au-dessus, ça qu'on assume qu'il le faut- statut aussi. qu'il faut assumer. Donc, assumons notre statut de favori avec une victoire large et sans jouer à se faire peur. Voilà ce que je veux ce soir. Sébastien, t'es plus pragmatique? Moi, je veux qu'on soit les adversaires du Paraguay demain matin, tout simplement. Après, on rentre dans la phase à Peu importe élimination le directe. scénario. Bien sûr qu'on aimerait tous qu'il y ait 5-0, qu'on se régale, moi le premier. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, le plus important, ça reste le résultat. On n'est pas dans un championnat où on T'es a pas 38 plus journées à jouer. exigeant que ça avec cette C'est équipe de de l'exigence, France-là. parce qu'ils ont tout pour gagner des matchs. Après, le contenu, pour moi, il a toujours été important. Mais là, sur ce genre de compétition, il reste 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Il faut se qualifier, peu importe la manière. Donc aussi économiser un petit peu de temps, on s'évite les prolongations. On s'est vu que là, Si possible, ouais. ouais, ça peut aller loin. Même s'il peut, s'il peut continuer à faire tourner, ce serait bien. Moi, j'ai presque envie. Ça n'a pas de sens par rapport à ce que j'ai dit avant, mais j'ai presque envie de Pas les grave. voir à l'italienne. C'est-à-dire que avant ouais le 4-3 contre l'Argentine en 2018, pour moi, le match le plus impressionnant, c'est le 2-0 contre l'Uruguay, où ils sont supérieurs tactiquement, techniquement, et contre ces équipes qui vont être chiantes. Parce que je mets le Paraguay dans le même lot et que maintenant il y a des 16e et des 8e. J'ai envie que ça s'enflamme et de voir un match fou contre le Maroc. J'ai pas envie de sourciller en fait. J'ai envie que ça verrouille effectivement. Je suis quand même très embêté si on prend un premier but et qu'on commence à s'affoler et s'exciter. J'ai pas envie de ça. Ouais, c'est d'ailleurs ce que tu pointes, Adem, peut-être aussi enfin avoir ce clean sheet aussi. C'est pour ça que moi, mon attente pour demain, c'est vraiment qu'il y ait une victoire avec une assise défensive sereine. On ne s'est pas posé trop de questions. On va sortir du match sans question. Demain, j'ai envie qu'on soit qualifié et qu'on se dise pas mais notre côté gauche, quand Qu'on même, mette il des pose petits points problème. noirs demain matin. Tu veux qu'on galère à remplir le Exactement. conducteur Je de veux faire demain le plein matin de confiance à toutes les C'est lignes. un non-événement. Ça doit Voilà. être un non-événement. Exactement. Ce Ça match doit face à être la la Suède. routine. Sortir la Suède en 16e pour l'équipe de France, ça doit être la routine. Et tu le vois comme ça? Tu le vois Ouais, honnêtement, si sortir la Suède pour l'équipe de France, c'est un exploit. Tout autre scénario dans le match ferait que tu te poserais quelques questions. Bien sûr, pour la demain suite. l'équipe de France va en prolongation et sort la Suède en tirant la langue. On se posera des questions, on va se dire Ils vont tirer des buts avant la langue. on va se calmer 2 secondes sur le statut de favori. On a galéré contre la Suède, on va tout de suite se méfier beaucoup plus du Paraguay. Donc derrière, ça va amener beaucoup de Ça peut questions, un engendrer manque de des confiance. doutes, ouais. Donc ouais, non, pour moi, il faut lancer. C'est une nouvelle compétition qui commence et il faut bien la commencer. Ouais, effectivement. Et on rappelle que c'est que les 16e de finale. C'est très long C'est encore. une compétition qui va être très longue, effectivement. Didier Deschamps aussi, on va l'attendre sur le banc. Seb, c'est vrai qu'on l'a vu très marqué aussi cette semaine avec la disparition de sa maman. Il en a beaucoup parlé, ça a beaucoup compté pour lui. On sent qu'il est dans une forme de mission aussi, quelque part, Didier Deschamps, pour sa dernière compétition. Bah là, tu l'as dit, c'est son dernier grand tournoi. Il a démarré en 2012. Forcément, il a amené l'équipe de France dans une autre dimension avec cette génération-là. On l'a beaucoup critiqué. Et je pense que c'était un peu justifié par rapport au jeu. Mais il a su se réadapter là, pour cette fin il nous propose de mission. complètement autre chose, Ouais, Didier, il se réinvente Il un veut nous peu. faire alors, regretter. Ouais, c'est ça. Mais bon, Ça, il y a tellement de qualité dans ce groupe que j'ai envie de dire, ça aurait été une tuerie s'il n'avait pas changé. Encore une fois, il sera temps d'en parler. Ok, Zinedine Zidane, moi, c'est... Il faut quand même savoir que tout Tu l'as jamais critiqué, Luis C'est de de mes idoles. Tu l'as jamais Alors moi, critiqué. je vis dans un pays, Ah, je sais excuse-moi, pas. je vis dans un pays et je fais ce métier dans un pays où on a réussi à critiquer un mec qui nous a emmenés en finale. Il faut se souvenir d'où on part, parce qu'évidemment, il récupère les cendres en 2012. Donc le quart au Brésil, finale de l'Euro, à un poteau de
de gagner, champion du monde en 2018, finaliste en 2022, et on arrive encore à se plaindre. Moi, j'ai été, tu vois, la première Coupe du Monde 90, c'était à la télé. Tu sais pourquoi j'étais pour l'Angleterre en 90? C'est parce que les Français, ils n'y étaient pas. En 94, tu sais pourquoi j'étais pour les Suédois? Parce que justement, ils nous avaient sorti en poule et que les Français, ils n'y étaient pas. On n'était pas invités. La Coupe du Monde, c'est même pas qu'on espérait la gagner. C'est que on n'était pas invités, on n'était pas qualifiés. Et on a un mec, il l'a gagné, il l'a soulevé pour la première fois de l'histoire en tant que capitaine. Il nous a emmenés sur le toit du monde en tant que capitaine. Il nous l'a fait gagner en 2018. Il nous a fait 2 finales. Et on en est à se demander si le mec c'était encore le bon sélectionneur. Si on en voulait encore. 2018, on a battu le record de buts marqués dans une phase finale à élimination. Et on est allé nous dire ouais mais c'est chiant. Deschamps ça gagne mais c'est chiant. On a le droit. Eh ben, excuse-moi Seb, tu sais que je t'aime beaucoup, mais vivre dans un pays où on se demande si les mecs nous emmènent en finale de Coupe du Monde, il faut quand même qu'ils gardent leur job ou pas. Donc voilà, moi j'ai vu, on aura Zidane, mais on sait ce qu'on aura perdu avec Deschamps, on sait pas ce qu'on va gagner. Je suis d'accord. À l'instant T, j'en voudrais aucun autre. Parce que j'en voudrais aucun autre aujourd'hui. Zinedine Zidane, mais moi j'aimerais qu'il continue Deschamps, parce que Zinedine Zidane, tu verras, il y a eu Marco van Basten à la tête des Pays-Bas, ça a donné quoi? Tu veux comme le professeur uruguayen, j'ai oublié son nom, il venait les exemples 36 ans. Vous connaissez suffisamment le ballon, les gars, pour savoir que c'est pas parce que tu as été un immense joueur, voilà, à part Johan Cruyff, personne n'a réussi à être aussi fort sur le banc qu'il l'était sur le terrain. Donc, t'as pas répondu à ma question. T'as jamais critiqué Pour Didier terminer, je termine. Non, j'ai jamais critiqué Didier Deschamps. J'ai toujours béni la fédération de prolonger son contrat. Deschamps, moi, ce que je préfère en Coupe du Monde, c'est gagner le tiki-taka, le toqué, le joga bonito, le ballon qui rend fou. C'est pour le football de club. J'attends de voir ce que fera un jour Guardiola en tant que sélectionneur si jamais il appuie sur le bouton. Didier Deschamps, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est qu'à la fin de cette compétition, il soit indiscutablement le meilleur sélectionneur de l'histoire du football. Il est déjà. Est-ce qu'il l'est pas déjà? On peut se poser Il y la a quand question. même une époque où on avait un milieu de terrain, il nous proposait Gendouzi, Rabiot, Fofana. Il faut aller se mouiller la nuque avec ce qu'il avait sous la main. Non, il avait bien mis sous la main et justement il faisait des choix qu'on comprenait pas trop. On se disait qu'il avait une Ferrari et qu'il a laissé prendre la poussière au garage. Et aujourd'hui il a changé. Tout le monde est. D'ailleurs, au moment où il a changé, tout le monde veut revenir au 4-3-3. Tout le monde veut redevenir pragmatique. Il y en a d'ailleurs. Non, mais parce que ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Ouais, c'est sûr. Parce qu'évidemment, il joue avec 4 offensifs. Deschamps, il va se brûler les doigts là. Oui, après, si jamais il n'en mettait pas un des 4, on dirait qu'effectivement, encore une fois, il a de l'or dans les mains et qu'il s'en sert pas. Donc, exactement. Non, moi je suis très content de la dernière version qu'on a de Deschamps, mais je suis d'accord avec Sébastien. Moi j'aurais aimé qu'on tourne la page après 2022. C'est pas le moment d'en parler, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était le moment. Tu pouvais pas faire mieux, je pense. 2 Coupes du Monde d'affilée, 2 finales. J'espère qu'il va me donner tort sur cette Coupe du Monde, mais en faire 3 d'affilée, ça serait quelque chose de monstrueux. Et je pense qu'il a atteint un plafond de verre et c'est ce que je pensais avant la Coupe du Monde, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un nouveau Deschamps. C'est un nouveau Deschamps, une nouvelle philosophie, une nouvelle équipe de France. C'est pas un nouveau. Les gens tout de suite disent mais Zizou 3 Ligues champions d'affilée. C'est pas parce que Deschamps est excellent en ce moment que tu le mets en opposition avec Zizou. J'ai très envie de voir Zinedine Zidane et j'ai pas envie qu'il prenne les pieds dans le tapis en se disant que c'est autre chose. Le chant du cygne. La dernière tournée là, façon AC/DC, Iron Maiden, Metallica, ce que vous voulez, elle est magnifique. Mais j'ai envie quand même que ça s'arrête. Il faut savoir se renouveler à temps. Je ne voudrais aucun autre sélectionneur que Didier Deschamps en ce moment. Ce qui vient de faire un aller-retour et l'humanité qu'il a eu derrière en disant je vais pas bien. Mais je suis tellement content d'avoir mis ce mec-là, Guy Stéphane. Enfin, je veux dire, c'est un sans faute ce qu'il nous offre en ce moment. Et effectivement, on a dit à un moment, ils vont qu'à Monaco, à Montpellier, ils sont renfermés sur eux-mêmes, etc., etc. Il a fait ce qu'il a eu à faire. Et en plus, c'est Nantes qui l'a amené là où il est. Il faut, à un moment, je veux dire. Non, mais il est phénoménal et on n'en voudrait pas un autre en ce moment, à l'instant T. En tout cas, c'est sûr qu'il est en train de donner tort à beaucoup de monde. Et moi, je me suis dit aussi qu'il va y avoir un petit vide pour Didier Deschamps à la fin de cette compétition aussi, puisque plus sélectionneur. Je pense que la boîte mail va être bien remplie, va bien combler le vide. La boîte non, mais mail vide personnel, vide professionnel, voilà. C'est la grande roue de la vie. Loi de la vie, effectivement. Voilà. Terminerons là-dessus.